Ecopolitis. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un grand ingénieur, un brillant ingénieur du MIT, qui a fait partie de la Dream Team qui était autour de Mziane Belfry, avec Shakib Moussa, avec Abdelhak El-Haoudi, Saïd El-Hadi ou encore Mustafa Terrab. Il a eu une longue vie au service de l'État marocain et il est aussi devenu entrepreneur. Et donc nous allons l'interroger sur sa vie, ses études, puis après sa vie de fonctionnaire au service de l'État marocain et enfin sa vie d'entrepreneur et ce qu'il fait pour les jeunes entrepreneurs. Majid Qaissar El-Ghaib, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous sommes très fiers que vous ayez trouvé du temps à nous consacrer pour cet entretien. Et même si les professionnels au Maroc vous connaissent, j'aimerais que pour le grand public, que vous présentiez votre jeunesse, vos études, dans un premier temps. Très bien. Merci déjà pour l'invitation. Je pense que c'est une invitation que je n'aurais pas ratée pour deux raisons. Pour une raison simple, c'est que ça permet aussi de faire une sorte de bilan rétroactif et permettre aussi disons, de partager avec des amis un parcours qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, à mon avis, on peut en tirer beaucoup de leçons, non pas pour moi, pour moi-même, mais beaucoup plus pour d'autres, voir un petit peu comment le Maroc peut avancer, comment on peut mobiliser des forces, et surtout les forces des jeunes. Donc voilà, en quelque sorte, je suis Majid Qaissar El-Ghaib, je suis de formation ingénieur, j'ai fait mes études du lycée au lycée militaire, qui vous donne peut-être une petite facette de moi-même, qui est une facette de rigueur et je dirais, de combattant. La deuxième, après le lycée, je suis parti en France pour des classes préparatoires. J'ai intégré l'école centrale de Lyon et j'ai fait une première année de doctorat aux Ponts et Chaussées. Et puis, dès que j'ai eu ma bourse pour aller aux États-Unis, je suis parti au MIT où j'ai fait mon doctorat. Donc, j'ai fait un doctorat en génie civil et environnemental et je suis sorti en 89 du MIT. Voilà globalement un petit peu la formation en elle-même. Et je suis rentré au Maroc en 90, après une année aux États-Unis. Où en 90, je devais absolument rentrer parce que mon père était mourant. Et j'étais le seul garçon de la famille, il fallait rentrer pour essayer justement de reprendre les choses en main. Donc je suis rentré en 90 et à partir de 90, j'ai été d'ailleurs approché par l'équipe Mziane Belfry. À l'époque, Mziane Belfry était même secrétaire général du ministère de l'Équipement. Il m'a donné un choix, soit être au ministère, soit être dans le laboratoire, le LP2E à l'époque, soit être dans CID qui était à Rabat. Comme j'avais travaillé aux États-Unis dans la plus grande boîte de consultance en environnement, en énergie durable, etc. à l'époque déjà, et donc de manière naturelle, je me suis retrouvé à CID pour 6 années, de belles années où nous avons travaillé sur les grands chantiers. Donc avant d'évoquer votre parcours professionnel, je veux d'abord rester au niveau des études, quelques minutes. J'aimerais que vous me disiez, par rapport aux années passées en France, prépa puis Central Lyon, et aux années passées aux États-Unis, quand vous voulez évaluer le système d'enseignement européen par rapport au système d'enseignement américain, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La première, et ça a été mon dada depuis que je suis rentré, parce que c'est les premières impressions que l'on a. J'ai fait les 3 systèmes. J'ai fait le système marocain déjà, parce que ça a ses caractéristiques. J'ai fait le système français, mais également le système américain. Et au fait, pour ne pas tomber dans les stéréotypes, je dirais que tout simplement le système américain est un système
complètement ouvert. Un système où lorsque vous voulez travailler, on ne regarde pas votre carte forcément de visite. Elle est là, mais on regarde ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc au-delà je dirais, des titres que vous auriez, que ce soit MIT ou ailleurs, ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. Et en général, la différence avec la France, c'est qu'en France, on vient avec un diplôme, mais on apprend beaucoup en entreprise. C'est là où vous êtes formé. On prend les bases de votre formation, qui peut être avec des mathématiques, etc. Les classes préparatoires, c'est de la physique et des maths à fond, mais on ne prend pas ça, on vous forme à l'entreprise. Aux États-Unis, vous devez être opérationnel le jour même. Il n'y a pas de temps d'apprentissage, etc. Et donc les deux écoles sont complètement différentes. En France, on vous apprend beaucoup de choses qui ne vous servent pas. Elles servent peut-être votre façon de réfléchir, mais ne servent pas, d'un point de vue opérationnel, votre travail en entreprise. Aux États-Unis, c'est complètement le contraire. Donc quand on venait aux États-Unis, on avait, les francophones avaient une sorte d'attrait parce qu'ils étaient forts en maths et c'est ce qui leur manquait un petit peu. Donc vous êtes utilisés pour vos points forts qui sont les mathématiques. C'est bien, mais en même temps, ce n'est pas vraiment l'objet. L'objet étant de pouvoir participer sur d'autres facettes qui sont vos qualités personnelles, etc. Donc voilà, globalement. Maintenant, si on prend le Maroc, malheureusement, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, vous sortez avec un diplôme, on ne vous forme pas, et vous êtes formé sur le tas, et vous avancez avec ça. Donc c'est un peu, je dirais, le troisième système, c'est la débrouille, où chacun... Évidemment, nous avons des entreprises qui vous forment, etc. Mais je veux dire, elles se comptent sur le bout des doigts. Si vous êtes dans une PME, c'est votre débrouille personnelle qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà, un peu les systèmes. Si c'était à refaire, si vous retrouviez Majid Qaïs Al-Raïb à 18 ans, il doit faire un choix, il a la possibilité d'aller étudier en France, aux États-Unis, au Canada, il ferait quoi? Alors, la réponse est toute simple. Je l'ai fait avec ma sœur et je l'ai fait avec mes filles. Donc, automatiquement, c'était pour aller aux États-Unis. Ma sœur, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, elle rentrait en classe préparatoire. Je lui dis, tu ne feras pas la classe préparatoire. Je sais ce que ça va te former à être une super ingénieure, mais ce n'est pas ce que je veux. Et au fait, elle a fait une année blanche. Elle est venue chez moi, elle a préparé ses examens jusqu'à décembre. Et en décembre, elle a postulé à pratiquement toutes les universités. Elle a eu MIT, elle a eu Yale. Et je lui dis, va à Yale parce que c'est plus ouvert. MIT, c'est trop d'engineering, donc va. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Formidable. La deuxième, c'est ma fille, même chose, mes deux filles d'ailleurs, directement aux États-Unis. Formidable. Alors maintenant qu'on a évoqué votre parcours académique, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est, vous avez choisi le Maroc, vous auriez pu faire carrière aux États-Unis, vous avez choisi de venir au Maroc comme beaucoup de gens qui ont cru dans ce pays. Ils se sont dit, voilà, on va développer notre pays, on va porter nos compétences, on a étudié. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les grandes étapes de votre parcours professionnel public. J'aimerais que vous nous évoquiez les principales étapes et les personnalités que vous avez rencontrées qui ont influé un petit peu sur votre carrière, comme Simziane. Et une fois que vous aurez fait ça, c'est quel regard vous portez sur cette expérience publique? Voilà. Ben, premièrement, je suis rentré à un moment où je suis rentré en 90. Sa Majesté Hassan II était toujours en vie. C'était sa dernière, je dirais, décennie, de 90 à 99. Et c'était un moment très important pour le Maroc, parce qu'on assurait cette transition, à la fois politique, mais également une transition vers justement la formation de décideurs qui vont accompagner le futur du Maroc. L'idée, c'était ça, et accompagner cette transition. C'était à l'époque où
on parlait de technocrates. Et donc, c'était très attirant, c'est-à-dire que on voyait la possibilité de participer de manière forte au développement du pays. C'est-à-dire, lorsqu'on rentrait, il y avait cette possibilité de se retrouver quelque part dans un poste de décision. Et ça, c'était important. Ça attirait les gens. Le grand défaut, le point, je dirais, d'achoppement, c'était les problématiques de salaire. Ils n'étaient pas alignés, disons, aux salaires qu'on retrouvait à l'étranger. Mais cette possibilité de se retrouver en tant que décideur changeait la donne. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Il s'est avéré que, avec le changement je dirais, disons, cette transition de passage du règne de Feu Hassan II au règne de Mohamed VI, on s'est retrouvé avec un autre gouvernement, un gouvernement plutôt socialiste, et au niveau du Parlement, on parlait beaucoup des salaires. Et parmi les choses, c'était de se retrouver avec des salaires compétitifs et comment garder les gens. Et donc progressivement, je dirais que la fonction publique s'est vidée de sa richesse, qui était le capital humain, où les personnes se retrouvaient à des niveaux de salaire, parce qu'il fallait rester dans la transparence. À un certain moment, il y avait des compléments de salaire. Soyons clairs, c'était le cas. Pour attirer les gens, il fallait donner des compléments de salaire, ce qui se faisait relativement facilement avec les filiales des entreprises publiques. Et donc, on arrivait quand même à attirer les gens. La question qui s'est posée, c'était la transparence. Cette transparence des salaires était un débat, vraiment le débat à l'époque, au niveau du Parlement. Et la question, c'est comment le Maroc pouvait avoir le moyen d'attirer les meilleurs avec toutes les difficultés financières que pouvait avoir le Maroc. Et donc, c'était vraiment ça. Donc, le momentum que nous avions pris au niveau de la fin du règne de Hassan II, et même un petit peu avant, c'est quelque peu, je dirais, atténué avec le temps. Et progressivement, je dirais que l'État a vu, je dirais, un départ progressif, hein, ça n'a pas été brutal, mais progressif, des meilleures compétences. D'accord. Et le privé était capable aussi d'être attractif. Et donc, bof, tant que c'est au Maroc, il n'y a pas de problème, les vases communicants fonctionnent. Mais quand les gens doivent repartir... Quand il y a la fuite des cerveaux. C'est la fuite des cerveaux, on est dans une crise. Et je pense qu'aujourd'hui, autant on peut le voir du côté positif, il y a certainement un côté négatif de cette fuite de cerveau. Bon, aujourd'hui, en fait, cette fuite des cerveaux, elle s'est accélérée fortement. Bien sûr. Ces 10 dernières années, nous perdons les ingénieurs, les médecins, les infirmiers. Exactement. Nous perdons même les techniciens. Bien sûr. Le Canada, par exemple, est en train d'attirer les menuisiers, les charpentiers, les bouchers, exactement, parce qu'ils n'en ont plus au Canada. Exactement. Et donc, on a beaucoup de gens qui s'en vont au Canada, vont en Australie, vont en France, qui a changé complètement, qui est allé vers l'immigration choisie. Donc là, vous êtes rentré, votre père était mourant, vous avez choisi le Maroc, vous avez choisi et vous avez fait une première rencontre avec Si Belfry. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez fait partie de la Dream Team de Mziane Belfry. Et vous êtes rentré au CID. Vous avez passé 6 ans au CID. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette expérience où vous étiez à la tête d'une des 2 plus importantes entreprises d'ingénierie au Maroc? Oui, c'est ça. Premièrement, c'était une expérience formidable. Pourquoi? Parce que tout simplement, une personne comme Mziane Belfry avait cette vision, et même avec Sirbesh, qui était également avant lui en tant que ministre. N'oublions pas que
ils étaient ensemble au ministère. Sirkbaj était le ministre et Mziane Belfré était le Secrétaire général. Donc, la vision était à ce qu'on construise, et ça c'est une vision noble, à ce qu'on construise des cabinets marocains d'ingénierie. À l'époque, si vous vous rappelez, on ramenait les bureaux de conseil européens, suisses, etc. On les ramenait avec des cachets très très importants. Et c'est de là que sont nés deux compétiteurs, un privé, totalement privé, un autre semi-public privé, c'était CID, Ingema et CID. On avait les deux bureaux et cette compétition était très saine et vraiment ça fonctionnait bien parce que ça permettait de pousser à la concurrence l'ingénierie marocaine. Et donc on est aujourd'hui, si on fait le bilan, on est capable aujourd'hui de construire et même de construire et de répondre à des appels d'offres à l'international. Donc ça a été le courage. Dans un domaine comme l'ingénierie, le capital humain est important et il faut investir sur le long terme. On ne peut pas juste avoir un ingénieur qui passe chez vous pendant 2 ou 3 ans et repart. Il faut qu'il reste 10 ans pour qu'il soit spécialiste, peut-être 20 ans pour qu'il soit un expert. Et donc il faut, et c'est l'État qui est patient en tant qu'investisseur, qui pouvait justement attendre ces 20 années. Et c'est ce genre je dirais, d'initiatives qui sont très importantes et qu'il faut avoir le courage de prendre. Donc, avec cette expérience-là, ce qu'on a retiré, c'est qu'aujourd'hui, nous héritons, je dirais, de bureaux de consultance d'un niveau international capable de travailler en Afrique, capable d'accompagner les entreprises marocaines, capable d'accompagner l'Afrique dans son développement. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième qui serait, je dirais, qui serait important à signaler, c'est que c'était une période où on faisait confiance aux jeunes à l'époque, que nous étions, pour être à des postes directement de responsabilité. Et ça, c'est important. Je veux dire, c'est comme pour l'entrepreneuriat. Un entrepreneur tombe, se relève, etc. Et on faisait confiance. Et le système fonctionnait bien. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent avec des diplômes sont vite limités parce qu'il y a des gens qui sont avant eux, parce qu'il y a eu peut-être d'autres qui ont été positionnés à ce niveau-là et qui n'ont pas forcément le niveau qu'il faut. Et donc, il y a automatiquement aujourd'hui une réputation de l'État comme étant un État qui n'attire pas des compétences autant qu'avant. Donc, je dirais, il y a eu un certain populisme qui a fait qu'on a oublié les objectifs. Or, les objectifs, c'est d'avoir les meilleurs là où on en a besoin. Mais c'est aussi lié aux hommes, c'est-à-dire que les projets sont portés par les hommes, la vision, c'est des hommes. Avant, vous aviez Mziane Belfré, vous avez Zoli Khamsri, vous aviez des gens, vous aviez Mustafa Sahel, vous aviez des gens d'un très haut niveau dans l'administration. Ces gens-là, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Et donc, ils n'ont pas la capacité, ceux qui sont aujourd'hui en place, n'ont pas la capacité d'attirer les talents. Ça, les talents préfèrent rester à Londres ou à Genève ou être dans le privé au Maroc, mais ils ne veulent pas forcément travailler dans le public. Et donc, dans le public, on le voit. On voit que le niveau des compétences dans le public, le niveau a baissé. Parce qu'avant, comme vous l'avez si bien dit, il y avait quelqu'un qui réfléchissait même à l'aspect matériel, comment trouver des ressources pour que le public soit compétitif par rapport au salaire offert par le privé. Exactement. Donc après Ingema, après le CID, Ingema c'était votre concurrent, après le CID, quelle a été l'étape d'après dans votre carrière? Au bout de 6 ans, j'ai été approché par Sis Sahel, et donc bien sûr, Sis Sahel était dans la même prédisposition, c'est-à-dire qu'il recherchait un petit peu les personnes qui pouvaient réellement prendre les choses en main, et donc il m'a fait une offre d'intégrer l'Office national des pêches, avec l'idée de prendre la relève. Donc je suis venu en tant que secrétaire général en 1997. Donc en tant que secrétaire général,
avec l'idée de prendre le dessus et de prendre les choses en main. Donc c'est ce qui s'est passé réellement. Je suis resté 3 ans en tant que secrétaire général et j'ai été nommé par Sa Majesté Mohamed VI en 2001 en tant que directeur général. J'avais assuré même un intérim pendant une année. Mon prédécesseur, Brahimi, voulait partir pour une formation, donc il est parti, j'ai assuré cet intérim-là, et à son retour, donc il a été nommé ailleurs, j'ai été nommé en tant que responsable donc, de l'Office national des pêches, et c'était en 2001. Donc j'ai pris les rênes, disons, de 2000 à 2010, sur 10 ans. Super. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette directeur général d'une grande entreprise publique? Ouais. Vous étiez jeune, de grandes responsabilités. Quelle est votre lecture de cette expérience à la tête de l'Office national des pêches? Premièrement, une belle lecture. Je vais vous dire pourquoi. J'étais là-bas dans ma tête pour 4 à 5 ans. Et à l'époque, on parlait justement du changement des responsables, des offices, etc. Au bout d'un cycle de 4-5 ans, on les changeait, etc. Je me suis retrouvé au bout de 10 ans toujours à la tête de cet office, mais c'était 10 ans qui étaient importants parce que à la fois on pouvait implémenter et voir le résultat de ce qu'on a fait. C'était 10 ans où il fallait réfléchir et assainir l'office, pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer en quelques mots, sans entrer dans le détail, mais on a hérité d'un office qui était complètement, je dirais, non aligné avec sa mission, pour une raison très simple. Une des raisons qui peut expliquer tout ça, c'est que un des directeurs qui était à l'époque en 80, disons, dans les années 80, était pressenti pour être ministre, mais ce n'est pas lui qui est passé en tant que ministre, et le ministre de la Pêche, parce qu'on a créé le ministère de la Pêche en 81. Et donc cette période de 80 à 90 était une période de flottement, où on ne s'intéressait pas trop à l'office, il y avait un ministère, etc. Et donc tout le brio de l'office partait en fumée, et donc on était sur une logique où, comme dit le proverbe, hein, c'est qui n'avance recule, et donc on était en stagnation, et on a hérité d'un office où les débats au sein du Parlement étaient: est-ce qu'on garde cet office en 96, est-ce qu'on le garde ou pas? Et à la fin, on a décidé de le garder, de le réduire de ses missions. Il avait 4 missions, et de ces 4 missions, on en a gardé 2. Les 2 qui ont été enlevées, c'est celle la mission de recherche halieutique, qui a été donnée à un institut. Donc on a créé un institut de recherche halieutique, c'est l'INRH, et on a enlevé toutes les missions d'opérateurs, je dirais, privés. Tous les offices à l'époque dans les années 80 avaient des filiales, etc. On créait lorsque le privé ne pouvait pas faire. Et on a hérité d'une quinzaine de filiales. Et donc on se retrouve avec un office complètement, je dirais, où le capital humain est complètement démotivé, et il fallait reprendre toute la machine. Les chiffres d'affaires qu'on avait étaient de l'ordre de 800 millions de dirhams. Le potentiel était largement plus grand. On avait une dualité de gestion des halles aux poissons au niveau des ports. Il y avait l'ODEP, qui avait les plus grosses, et il y avait l'Office. Et il fallait reprendre tout ça, unifier la gestion et reprendre les choses en main avec des missions réduites. En fait, quand je suis arrivé, les gens pensaient que la mission réduite était en défaveur de l'Office. Mais en fait, c'était l'opportunité rêvée pour se concentrer sur la commercialisation et sur sa mission de bras droit au service de la modernisation du secteur, etc. Donc, en héritant de ça, on a travaillé pendant 5 ou 6 ans à revoir les mentalités. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais les grands problèmes sont là. C'est les problèmes du Maroc. Pas de reddition de comptes,
mauvais contrôle de l'État, conseil d'administration qui ne fonctionne pas correctement, et j'en passe. Toutes les problématiques de business éthique, tout ce qui est éthique des affaires, se retrouver là, avec des rentes, avec des problématiques d'incompétence des gens. On recrutait des gens de n'importe quel, je dirais, horizon, et sans avoir une réelle politique des ressources humaines qui soit capable d'accompagner le changement. Le résultat de tout ça, et ça je le donne parfois en exemple, je leur dis, on est parti de 800 millions de dirhams, on est arrivé à 5 milliards de dirhams. 5 milliards de dirhams, ça veut dire c'est pratiquement 14 à 15% annuel pendant 10 ans dans un secteur. Aucun secteur ne peut se targuer d'avoir 14. D'où est-ce qu'on a récupéré tout ça? x6, vous avez fait multiplier le chiffre x6. D'où est-ce que c'est venu? C'est des taux de progression de hedge funds, de fonds spéculatifs. Il n'y a que les fonds spéculatifs qui font 14%. Pas de secteur gouvernemental qui ferait ça. Et encore moins un secteur industriel. Encore moins. Et donc, ces points-là étaient importants parce que on devait faire ce changement sans changer les statuts du personnel. Or, le statut du personnel que nous avions était un statut qui était lié à la fonction publique. Et donc, ça veut dire qu'une personne, un crieur qui gère une criée, peut gérer pratiquement un chiffre d'affaires de 40 millions de dirhams par an. Alors, vous imaginez l'enjeu, alors qu'il touche 4 000 dirhams. Ouais. Donc, l'enjeu est important. Il fallait changer ces éléments-là. Donc, il fallait changer. Donc, à tous ceux qui pensent que changer les problématiques ou résoudre les problématiques marocaines du style corruption, du style éthique des affaires, etc., peut se faire rapidement, non, ça prend du temps. C'est le changement de mindset. On est passé d'une administration publique à une mentalité d'entreprise privée, je parle de la mentalité, au service de sa clientèle. Donc ce virage clientèle était très important et il a donné ses fruits malgré les contraintes des salaires. On est arrivé, donc il fallait mobiliser les gens, il fallait leur donner une raison d'être là. Et je pense qu'avoir réduit l'office à un certain moment où on était 700 personnes, quand on a retiré l'Institut de recherche, on est devenu 400 personnes, mais à la fin, en sortant, on était 700 personnes, donc on est revenu à l'état initial. Ça veut dire qu'on avait la capacité de payer ça. On est passé d'un chiffre d'affaires de 800 millions à 5 milliards. On est passé d'une capacité d'investir de 100 millions par an, c'est-à-dire les plans quinquennals que j'avais trouvés avant moi, c'était 500 millions de dirhams sur 5 ans, à pratiquement 3,4 milliards sur 4 ans. Ça veut dire 800 millions. On est passé de 100 millions d'investissements par an à 800 millions de... 100 millions de capacité d'investissement à 800 millions de capacité, parce que l'Office national des pêches a pu générer ces ressources. D'ailleurs, tout le monde, il y a eu unanimité concernant votre gestion de l'Office national des pêches. Je ne vous dis pas ça parce que je ne suis pas un homme qui jette des fleurs aux gens. Hein. C'est pas la politique de la maison, tout le monde me connaît. Moi, je dis la réalité. Les gens sont unanimes par rapport à votre gestion de l'Office national des pêches. Est-ce que vous êtes sorti aigri de cette expérience ou pas? Non. Non. Non, je suis un optimiste. Ok. Je suis un optimiste. J'ai fait ce que j'avais à faire. Au bout de 5 ans, je voulais partir parce que le secteur est très difficile. Ouais. On a géré des projets, soit dans les provinces du Sud, soit à Casablanca. Quand on a hérité par exemple de la halle de Casablanca, il fallait assainir Casablanca. Et il fallait travailler. Or, il y avait beaucoup d'enjeux. Il fallait sortir une partie de la production qui se vendait, c'est ce qu'on appelle la deuxième vente. Ils venaient de l'Ayoun, d'Agadir, etc., vendre au niveau des quais du port. Il fallait les sortir parce qu'il y avait de la pollution, parce que c'était mal géré, etc. Comme tous les marchés de gros, il fallait un marché de gros à l'extérieur. On a réussi à faire ce virage-là. C'est-à-dire, on a récupéré la halle. Au bout de 2 ans de négociations avec Yousfi, qui était un homme extraordinaire, Yousfi était un homme d'État, donc a vu que ce n'était pas une bataille entre 2 ministères,
C'était une bataille pour le Maroc. Donc il a donné son accord pour le transfert, alors que mes prédécesseurs avaient négocié pendant 27 ans. Au bout de 2 ans, on a réussi à avoir les halles, donc gestion unifiée, on est passé à autre chose et on est passé au marché de gros. Aujourd'hui, j'avais lancé sur les 3,4 milliards un financement de ces marchés de gros à travers ce qu'on appelle le MCC, le Millennium Challenge Corporation, donc des États-Unis, où il y avait pratiquement 700 millions de dollars de dons au Maroc. Le secteur des pêches a hérité de 120 millions, alors qu'on avait zéro. On n'était même pas dans la... Et à l'époque, Jeto était le Premier ministre, il m'a dit « tu t'occupes de ce dossier-là ». On a négocié pendant 2 ans, on avait zéro pour la pêche, on est arrivé à 120 millions de dollars au niveau... Donc, c'est des expériences extraordinaires, magnifiques, et je retiens que le meilleur. Et vous avez rencontré aussi des personnalités extraordinaires. Si vous avez cité Abdelrahman Yousfi, Jeto, Simziane Belfri, Mustafa Sahel, c'était une équipe de choc, c'est des gens d'un très haut niveau. Alors, la dernière partie de l'émission, elle va être consacrée à votre vie d'entrepreneur, ce que vous avez fait après l'Office national des pêches, et également ce que vous faites au profit des jeunes entrepreneurs, parce que vous êtes quelqu'un, et là c'est votre côté américain, vous avez décidé de rendre un peu à ce pays ce qu'il vous a donné, et vous avez décidé d'aider les jeunes à devenir entrepreneurs et à acquérir une mentalité d'entrepreneur. Exactement. Donc j'aimerais que vous me parliez de votre vie d'entrepreneur. Voilà. Alors évidemment, après 10 ans à la tête de l'ONP, pour moi ce qui était naturel, j'avais ce que j'ai découvert en moi, c'est qu'au-delà de ma formation d'ingénieur, j'avais un tempérament d'entrepreneur. Et c'est là où je ne suis pas sorti aigri, c'est que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En négociant avec les États-Unis, avec les Américains, on apprenait énormément. Un des points les plus importants que j'avais en tête, c'était de faire en sorte à ce que ma formation aux États-Unis puisse servir le Maroc et les États-Unis en même temps. Et donc, je cherchais à tout prix à créer ce pont-là. Et ce pont a été créé avec les 120 millions. Bon, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avoir servi le Maroc en ramenant 120 millions de dirhams pour le secteur de la pêche. De dollars. De dollars, pardon, excusez-moi. de dollars. 120 millions. 1,2 milliard de dirhams. C'est ça, 1,2 milliard. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce tempérament d'entrepreneur qui est sorti. Et ce qui m'a permis de dire qu'est-ce que je voulais faire de ma vie jusqu'à ma retraite. C'est-à-dire, j'avais 50 ans, de 50 à 60, qu'est-ce que je ferais? Et au fait, j'ai divisé ça en 3. Je me suis dit, je vais être l'entrepreneur que j'ai toujours voulu être et aller chercher et développer de nouvelles idées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le give back. Comme tu l'as dit, les Américains aiment se positionner sur nos niveaux. Comment rendre à ce pays ce qu'il m'a donné? J'ai hérité de beaucoup de choses. Je suis allé à l'école sans avoir à payer. J'ai eu une bourse pour aller en France. Tout ça est un rêve hein, quand on y pense. Et ça donne des chances à tout le monde. Hein. C'était un Maroc équitable. Et donc ça, c'était important, avoir cette bourse-là. J'ai aussi hérité d'une bourse maroco-américaine pour aller aux États-Unis. Donc tout ça, il fallait bien que je rende à ce pays ce qu'il m'a donné. Donc la deuxième chose, c'est de dire, je veux être dans l'associatif également. Et j'ai choisi l'associatif, mais l'entrepreneuriat, je dirais l'entrepreneuriat dans l'associatif. Donc l'idée, c'est que j'ai accompagné, et je continue à accompagner, les jeunes dans une association qui s'appelle Enactus Morocco, qui est une association qui est pratiquement sur tous les campus du Maroc. On est sur 120 campus. Tous les clubs Enactus dans les campus pratiquement recrutent entre 60 et 100 jeunes pour travailler au niveau de l'entrepreneuriat. On travaille au niveau de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'appellent les gens aussi l'entrepreneuriat social.
cet entrepreneuriat social, je refuse de l'appeler ainsi. C'est un terme galvaudé, c'est pas le terme qu'il faut en fait. Ouais. Et j'utilise aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat à fort impact. Or, tous les challenges du Maroc et même du monde et de l'Afrique surtout, sont à partir de maintenant, et le Covid nous l'a montré, c'est des challenges sociaux et sociétaux. C'est-à-dire que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie sont des opportunités pour faire du business. En Afrique, par exemple, sur 1,2 milliard, un Africain sur 2 n'a pas accès à l'électricité. Ça veut dire que c'est un marché de 600 millions. C'est ce qu'on dit à nos jeunes. On leur dit, regardez ça comme une opportunité. Lorsque vous voyez une bouteille de plastique par terre, regardez ça comme une opportunité de faire du business. Et donc on change les mentalités. Le but, ce n'est pas de faire que de ces jeunes-là que des entrepreneurs, mais aussi changer leur mentalité. Ne pas demander à l'État ce qu'elle ne peut pas vous donner. Ne pas être au niveau du Parlement en train de dire « je veux avoir mon droit au travail dans le public ». Non, on veut avoir droit à des opportunités. On veut avoir des droits égaux pour accéder au marché, etc. Ça, Donc, l'accompagnement des jeunes est important. On accompagne pratiquement entre 7 000 et 8 000 jeunes par an. Vous voyez la force de frappe, si ces 7 000 s'attelaient à un seul projet. Imaginons que l'accès à l'eau soit le problème. Vous avez 7 000 jeunes qui sont dévoués à cette cause-là. Donc on les forme, on les pousse à travailler. Ce qu'on fait, ce n'est pas des cours, c'est du learning by doing. Ils vont sur le terrain, ils implémentent et ils nous montrent l'impact. Donc c'est la méthode américaine. C'est ça, exactement. Vous apprenez au fur et à mesure par votre expérience et de façon itérative, vous améliorez vos compétences, etc. Et l'échec n'est pas une tare. Problème, une tare, c'est pas chouma. Bien sûr. Au contraire, il faut tomber, se remettre droit, retomber. Le pire, c'est qu'on tombe et qu'on reste par terre. De toute façon, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaie beaucoup pour gagner parfois. Exactement. Donc on ne gagne pas tout le temps. Et là, je m'adresse aussi à l'entraîneur qui est en toi et Alors, c'est exactement ça. C'est cette mentalité et c'est là où l'État doit faire confiance aux jeunes. Doit leur dire, allez-y, tombez. Et on a un programme qui est intéressant, c'est Innovinvest. Je pense que c'est là où l'État, les 50 millions de dollars qui ont été mis dans ce projet-là, où l'État a compris qu'il fallait faire confiance aux jeunes et avoir un deal flow d'idées qui seraient capables d'avoir 1000 pour arriver à avoir 5 ou 6. C'est à la fin du processus qui soit internationalisable, qui soit accélérable et internationalisable. Et vous savez mieux que moi que une idée ne peut vivre que si on peut la financer. Exactement. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du système de financement des startups et du capital risque, du capital développement au Maroc? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour aider ces jeunes à accéder au financement? D'accord. Alors, vous savez, quand vous êtes dans le domaine des startups, contrairement à la PME, à la très petite entreprise, ce n'est pas des revenus linéaires. C'est des revenus qui sont exponentiels, mais avec une phase de ce qu'on appelle la vallée de la mort, où vous êtes vraiment... Vous brûlez du cash. On brûle. Ouais. On ne fait que brûler et on ne voit pas le jour. Et le seul moyen de voir le jour, c'est d'être accompagné et d'être capable de justement voir cette possibilité, d'avoir cet optimisme, de voir la solution, pratiquement arriver à la solution à un certain moment. Et donc, aujourd'hui, je dirais, il y a eu 2 phases d'accompagnement. La première, c'était l'OCP. L'OCP a été vraiment maître, je dirais, a été ce catalyseur qui a permis à l'écosystème des incubateurs de vraiment donner ce qu'il pouvait donner. L'idée était simple, c'est qu'en 2013, l'OCP a donné de l'argent avec des conditions très simples en disant aux incubateurs qui pouvaient exister à l'époque,
on leur donne de l'argent en leur disant « cette année, je vous finance à 100%, la deuxième année à 75%, la troisième année en 50% pour sortir au bout de la quatrième ou cinquième année. » Et donc à partir de là, on bourgeonnait des incubateurs qui étaient capables d'accompagner justement et expliquer aux jeunes que le cycle des startups est un cycle particulier. Il y a un premier cycle qui est celui de cycle de vie, c'est le cycle que j'appellerais de l'idéation, sortir avec une idée intéressante qui a de l'avenir. La deuxième partie, c'est le go-to-market. La troisième, c'est la maturité, donc le développement, pardon. Et après, la quatrième, c'est la maturité. Et à chaque phase avait je dirais, son investissement particulier. Le premier, c'est le don. L'investisseur ne peut pas investir, sauf quelques business angels, mais en général, c'est l'État qui s'occupe de la première phase. La deuxième, vous avez des business angels, et c'est aussi le début des venture capitalistes qui rentrent et qui font confiance. L'État a également, dans le projet dont je vous ai parlé, Innovinvest, a donné de la grant, du don, pour la première phase, a donné un prêt d'honneur pour la deuxième phase. Donc on passait de 200 000 au prêt d'honneur de 500 000, et les venture capitalistes, normalement, venaient en troisième phase pour accélérer, justement. Et donc, cette accélération, nous sommes sur le début. Nous n'avons pas encore de série A importante. Peut-être qu'il y a une ou deux séries A. Les séries A, c'est lorsque vous commencez à investir au-delà des 10 millions de dirhams, etc., pour aider la start-up à vraiment scaler. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une expérience dans le don, dans les premières phases de l'idéation. Nous avons le go-to-market qui commence à bourgeonner. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est que cette expérience de 50 millions de dollars, qui a été un prêt de la Banque mondiale au ministère des Finances, à l'État marocain, qu'on puisse, ces 500 millions de dirhams ou 50 millions de dollars, ce n'est qu'une phase pilote. Et c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est aujourd'hui on se dit, oui, on a appris beaucoup de choses, et c'est maintenant qu'il faut investir énormément. Je dirais que globalement, nous avons besoin, non pas de 50 millions de dollars, mais nous avons besoin de peut-être 500 millions de dollars d'investissement sur 5 ans. Et ça, c'est possible pour le Maroc. On peut investir énormément à condition que le gouvernement fasse confiance. L'innovation, c'est la clé de notre installation en Afrique. C'est la clé de notre développement. On a été capable de ramener beaucoup d'investissements, mais l'investissement sans une innovation, c'est juste ramener du capital qui repart après. Il peut vous laisser ce qu'il veut, mais il repart. L'innovation, c'est de donner à cette génération nouvelle la capacité justement de créer elle-même et d'aller sur des startups qui sont des startups africaines et qui résolvent tous les problèmes qui peuvent être d'ordre accès à l'énergie, accès à l'eau. Vous avez vu l'importance de l'accès à l'eau ces temps-ci, alors qu'on maîtrisait les barrages avec des capacités de retenue énormes. Aujourd'hui, on a le problème de l'accès à l'eau avec des solutions qui sont très chères, qui passent de 1 dirham à 7 dirhams. Aujourd'hui, la désalinisation, c'est 7 dirhams le mètre cube. Donc, on est sur des solutions qui existent, mais qui coûtent très cher. Donc, l'idée, c'est justement permettre à ces jeunes de prendre leur destin en main et de créer un Maroc qui va au-delà de ce qu'on a hérité. C'est vraiment voir l'avenir, et l'avenir est dans le durable. Tout ce qui est, j'appellerais, tout ce qui est AI, intelligence artificielle, tout ce qui est technologique, sont là pour aider l'être humain et la nature à trouver des solutions. Et le vrai problème, c'est l'être humain et la nature, ça veut dire ce développement durable de ces deux raisons d'être sur Terre, l'homme et sa nature. Aujourd'hui, nous consommons plus que la nature ne peut donner, et il faut revoir les business models qui sont actuellement. Les seuls business models qui fonctionnent aujourd'hui, qui vont fonctionner, c'est ceux qui sont basés sur le développement durable, avec l'aide de la technologie pour scaler. C'est formidable. Vous avez une vie passionnante. Merci. Je vous félicite pour votre parcours, parce que vous avez
vous avez su faire quelque chose de difficile, c'est trouver l'agilité intellectuelle de devenir entrepreneur après avoir été longtemps au service de l'État. Ça, c'est rare. Donc, je vous félicite pour votre parcours. Je vous remercie d'être venu nous voir. Et je vous souhaite une réussite extraordinaire, tant au Maroc qu'à l'étranger, en Afrique. Parce que les relais de croissance pour le Maroc sont en Afrique. Oui, exactement. Et j'aurai plaisir à vous recevoir une autre fois parce que une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes ne sont pas suffisants pour que vous puissiez nous présenter ce que vous faites. Donc, Majid Faisal Raï, merci. Je suis fier de vous. Le Maroc est fier d'avoir des hommes comme vous. Et je vous souhaite plein succès pour la suite. Merci pour cet agréable moment parce qu'il vous permet ce bilan intellectuel de votre vie. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas parlé beaucoup de la partie académique, mais elle vient renforcer cette trilogie entrepreneuriat, associatif et donc le give back, mais également un give back à travers l'académique, la formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Majid Faisal Raï. Merci.